Ok, donc bonjour tout le monde. Toujours pas de petit son d'accueil, c'est pas grave, on s'en passera. Installez-vous confortablement. On attend encore une petite minute que d'autres participants et participantes se connectent. Est-ce que déjà on peut, comme vous n'avez pas les micros activés, est-ce que déjà on peut se faire un petit sondage sur qui fait quoi? Comme ça nous permettra d'être encore plus pertinente dans notre présentation. Donc, Stéphanie, Laetitia, Dorothée, Angélique, vous faites quoi dans la vie? Laetitia, elle est rédactrice SEO, rédactrice web SEO. Ok, bienvenue Laetitia. Dorothée, Marie-Claude, c'est en train de taper. C'est bon ça. Isabelle, bonjour, bienvenue. Douce naissance, c'est un très joli nom. Dorothée, consultante marketing, stratégie et offre. Eh ben, on est copines alors. Alors, moi, je ne sais pas si je suis stratégique, mais je suis plus stratégique que offre. Mais bienvenue, merci de participer. Héloïse, coach pour accompagner les personnes dans le passage. Ah, ça, c'est bien ça. On a Emmanuel aussi, normalement, qui fait ça, qui était une participante du bootcamp avec moi, qui était dans la maison. Emmanuel Soumer, qui devrait peut-être être là. Clara. Je viens de créer un lieu d'événementiel sur le domaine viticole. Oh, c'est génial! Afin de recevoir des entreprises pour des séminaires, des mariages, des conférences. Top. Bravo pour ce projet. Bienvenue parmi nous. Et Isabelle, douce naissance, je suis doula. Je suis au rendez-vous, je vous écoute au casque. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, accroche-toi bien, hein. Stéphanie, gérante de mon entreprise de service à la personne pour les femmes en postpartum. Ok. Postpartum, c'est quoi, Nina? Je sais plus. C'est la période qui suit l'accouchement. Ah oui, bah c'est bien ça alors. C'est là où tu as le baby blues et tous ces trucs-là. C'est ça, Mm. exactement, après l'accouchement. Ok, merci Laetitia. Ok, alors si tout le monde voit mon écran, est-ce qu'il y en a encore qui veulent se présenter? Ludovic, on ne te présente plus, on te connaît. Euh, Ludivine, Marie-Claude, on te connaît aussi, mais tu peux quand même, peut-être que je l'ai sauté d'ailleurs. C'est super, toute cette variété de métiers. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça qu'on veut savoir aussi. Je regarde si j'en ai pas zappé. Marie-Claude, exécutive coach, tu l'avais mis. Ok. Hop. Alors, il y a Marine. Marine, tu connais ça, Nina. Pardon? Marine, Marine, Marine tu Gasset? connais, ouais. Mais Marine Gasset, c'est mon ancienne manager et c'est ma copine. Ah oui. Ok. Et du coup, ok, bon, bah, on va démarrer. Alors, c'est parti. Écoutez, je vous propose de vous installer confortablement. On va vous délivrer beaucoup de contenu. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On vous enverra le replay. On vous enverra aussi un petit bonus, une infographie avec donc les 5 actions à retenir pour que vous puissiez les appliquer au quotidien. Et bonjour Sandra, je suis coach pro et perso thérapeute avec l'hypnose à Paris en distanciel. Ok, génial. Moi, l'hypnose, ça me parle. Je suis fan. Donc, bravo. Bienvenue à toutes. Et je vous propose que du coup, on démarre. Alors, attendez que je sois bien sûre que je peux switcher. Est-ce que vous avez bien vu mon switch de slide? Ouais, ok, je le vois sur le visage. Super. Euh, alors déjà, un petit disclaimer pour vous dire que tout ce qu'on va présenter ici, en fait, les idées, le contenu, le contexte qu'on va vous donner, c'est vraiment des éléments qui sont issus de notre propre expérience. Bonjour Audrey et bienvenue, assistante administrative indépendante en Gironde. Donc, ce qu'on vous donne là, c'est vraiment de notre expérience, mais sachez que vous pouvez très bien sortir de cette réunion et avoir quelqu'un qui va vous dire des choses différentes de ce que nous, on vous aura dit. Ce que vous devez retenir, en fait, c'est qu'il y a autant de SEO et de SIA que de façon avec un S, c'est mieux, de faire du SEO et du SIA. Donc, voilà, il n'y a pas une vérité majeure, il y a plusieurs vérités et il y a plusieurs façons de faire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ça veut juste dire qu'il y a une différence et une variété d'atteindre un objectif, en fait. Et c'est ce qu'on va s'appliquer à vous démontrer aujourd'hui. Un petit mot rapidement, Nina, si tu veux te présenter rapido pour que vous sachiez bien tout à qui vous avez affaire. Ouais, alors salut à toutes, très contente de vous retrouver.
dans ce Teams qu'on a enfin réussi à faire démarrer. C'était compliqué, mais on l'a fait. Moi, je m'appelle Nina, je suis rédactrice web SEO, je suis aussi ghostwriter et mentor sur LinkedIn. Donc, mon travail, c'est d'écrire du contenu toute la journée, que ce soit pour des sites internet ou pour des posts LinkedIn, pour aider en fait mes clientes à attirer du trafic et à vendre plus par le biais de leur site internet ou de leur page LinkedIn. Donc, voilà, je travaille essentiellement avec les femmes, avec les mères qui sont entrepreneuses et qui ont plein de casquettes à gérer en même temps et qui n'ont pas forcément le temps d'aller prospecter en direct et qui, du coup, veulent capitaliser, miser sur LinkedIn ou sur leur site pour aller trouver des clientes. Natacha, je te laisse la parole. Moi, je suis Natacha Zé, j'ai monté une agence de stratégie digitale qui s'appelle Metabox. Mais j'ai commencé freelance et ça fait pas très longtemps d'ailleurs que j'ai fait mon premier recrutement, Ludo, big up à toi. Et mon objectif, c'est vraiment de mettre à disposition tous les moyens du marketing digital des entreprises parce que ma boîte, elle a 3 ans maintenant et j'ai eu une longue carrière chez 3 grands groupes. Donc, en fait, mon but, c'est vraiment de mettre à disposition tous ces moyens marketing digital et communication digitale à disposition des freelances et des indépendantes, ce que j'ai été pendant 3 ans avant du coup de basculer sur ce modèle de société. Et du coup, mon but, c'est vraiment de vous aider à rentabiliser votre présence en ligne, votre business en ligne, d'avoir des chiffres et d'être efficace. Moi, j'ai une approche pratico-pratique, chiffrée et très sur l'objectif. Voilà, rapidement, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je passe. On commence par une petite intro. Avant de vous parler SEO et SEF, il faut bien que vous compreniez comment Google fonctionne. Donc, vous parlez de Google et de la notion d'indexation des pages dans Google. Donc, c'est très simple. Pour ça, vous avez 2 images à retenir. Les 2 images que vous avez à retenir, c'est ces 2 gugus là. Bon, il y en a un qui a la tête un peu coupée. Et puis la bibliothécaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bibliothécaire, mais la bibliothécaire, c'est celle de Monstres et compagnie, qui est un film pour enfants. Et franchement, Google, moi, il me fait exactement l'effet de cette bibliothécaire, enfin de cette dame dans Monstres et compagnie. Et puis les 2 oiseaux là, c'est Larry et Sergey. Et Larry et Sergey, ce sont les fondateurs de Google. Alors Google existe depuis les années 90, 96. C'est beaucoup. Et en même temps, pas tant que ça. Donc, il faut savoir que Google centralise plus de 90% des recherches qui sont faites sur le web et qu'aujourd'hui, il y a quasiment 2 milliards de sites web sur l'Internet mondial. Donc, ça fait beaucoup. Et votre enjeu à vous, c'est de vous différencier dans ce monde de sites web pour pouvoir être visible. Mais il ne s'agit pas d'être visible de tout le monde, il s'agit d'être visible de votre cible. Et ce que vous devez comprendre pour être visible dans ce monde de sites web, c'est que Google fonctionne exactement comme une bibliothèque. Alors, imaginez-vous cette dame à l'accueil de la bibliothèque, tout simplement. Sauf que dans Google, au lieu d'être des livres, eh bien, c'est des sites web. Mais de la même manière que les livres, dans les sites web, il y a des pages. Et pour que la bibliothécaire elle puisse vous orienter vers le bon site web quand vous faites une demande sur votre ordinateur, eh bien, il faut qu'elle sache, et il faut qu'elle ait bien compris ce qu'il y a dans tous ces sites web-là. Donc, elle doit connaître toutes les pages, elle doit avoir des repères, elle doit savoir comment les ranger dans la bibliothèque, mais surtout, elle doit savoir comment les positionner dans la bibliothèque. Les ranger, c'est une chose, elle pourrait les mettre n'importe où sur l'étagère. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement. On référence votre site web, il est dans Google, basta. Mais vous, votre truc, c'est d'être positionné. Et être positionné, ça veut dire arriver en tête des résultats de recherche. Vous devez être à la bonne position. Et il y a une différence entre les deux, parce que référencer, ça se fait en 2 secondes. Mais positionner, ça se fait en des mois. Donc, ce que vous devez retenir de ce slide, c'est elle, il faut lui plaire et il faut la convaincre pour être bien positionnée. Parce que référencer, vous le serez à coup sûr. Et là, c'est une différence majeure à comprendre. Donc là, pour référencer votre site web dans Google et soumettre votre livre à la bibliothécaire, Google, ou la bibliothécaire, a créé des repères dans vos pages web. Et ces repères vont lui servir à bien comprendre le contenu de votre site web. Ces repères, ça va être les balises, qu'on appelle balises de structure, et les données structurées, ainsi que la sitemap de votre site web. Donc, ces balises, Nina y reviendra plus tard, vous affolez pas. C'est les balises méta, les balises title, H1, H2, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et la sitemap, c'est un peu la carte Michelin
de votre site web. C'est un peu ce qui va permettre à la bibliothécaire d'avoir des repères dans votre site web. Ça agit un peu comme des points d'intérêt. Donc, une fois que vous avez bien compris ces bases-là de référencement et de différence entre référencement et positionnement, vous avez toutes les clés pour commencer à comprendre comment faire en sorte que votre site soit bien positionné. Et il y a plein de choses à faire. Nous, aujourd'hui, on va explorer 5 actions pour que ce soit le cas. Je passe la parole, Nina. Oui, absolument. La première action qui va être hyper importante pour préparer son référencement, ça va être de préparer son référencement. Donc vraiment de récolter, de récupérer, de stratégiser toute la matière qui va nous permettre de référencer notre site pour vraiment avoir une vision super claire du travail, du contenu qu'on veut promouvoir et donc du temps qu'on va gagner ensuite par la suite. La première action qu'on va mettre en place, ça va vraiment être de rechercher et d'identifier les bons mots-clés. Donc tout à l'heure, Natacha disait, effectivement, il y a plein de règles, plein de stratégies différentes en SEO, mais il y a une règle qui ne varie jamais, c'est de trouver le bon mot-clé pour sa page. Il y a vraiment une règle hyper importante en SEO, c'est une page égale un mot-clé. Je le précise pourquoi, parce que c'est une erreur que je vois hyper souvent quand je fais des audits de sites. Alors, du coup, je vois, hop, le chat, je quitte juste le chat pour rester concentré. Donc, il y a une erreur que je vois hyper souvent quand je fais des audits de sites, c'est, voilà, je mets par exemple toutes mes formations sur une seule page. Je fais des formations en coaching vocal, je suis aussi naturopathe et à côté de ça, j'élève des chèvres dans la montagne. Et ben, tous ces trucs-là vont être sur une seule page. Sauf que Google a besoin que chaque formation, chaque compétence soit référencée sur une page différente. Donc vraiment, si vous avez plusieurs cordes à votre arc, si vous faites plusieurs formations, si vous avez plusieurs compétences, créez une page par compétence et optimisez-les sur un seul mot-clé. Pour trouver ce mot-clé, le plus important, ça va vraiment être de vous mettre dans la tête de votre persona, de votre client fictif, de votre client idéal, de vraiment vous demander quelle est l'intention de recherche qui se cache derrière cette personne. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un cherche à, voilà, veut planter des carottes dans son jardin et se demande comment faire pour cultiver ses carottes, eh ben, il va aller taper comment cultiver des carottes dans mon jardin ou comment cultiver des carottes tout court. Ok. Donc ça va être ce qu'on appelle par exemple une requête plutôt informationnelle. Donc on va aller chercher une information. C'est des requêtes qui vont très très bien fonctionner sur des blogs par exemple. On va avoir aussi des requêtes qui vont plutôt être transactionnelles, donc vraiment pour passer à l'achat, pour du business, pour acheter quelque chose. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple des carottes, ça va être genre graines de carottes. On sait que quelqu'un qui va taper graines de carottes va plutôt avoir dans l'idée d'acheter des graines de carottes pour les planter que quelqu'un qui va taper comment planter des graines de carottes, comment cultiver des carottes, bah, il va plutôt chercher des informations parce qu'il a peut-être déjà ses graines, etc. Donc ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, ça va changer toute la différence, ça va faire vraiment toute la différence dans la façon dont on va travailler son contenu, dont on va travailler sa page. Donc la première chose à faire, ça va vraiment, 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 et j'insiste là-dessus, de se mettre dans la tête de notre client idéal, de l'internaute. On va faire comme si on était son client cible et on se dit, OK, si j'étais lui, en fait, qu'est-ce que je taperais sur Google pour arriver jusqu'à ma page, pour arriver jusqu'à moi. Donc, pour ça, il y a des outils qui sont hyper efficaces. On peut déjà, il y a Google Trends, Google met en général à dispo plein d'outils hyper efficaces. On va vous en parler, il y en a plein qu'on utilise nous régulièrement en SEO ou en SEA. Il va y avoir un autre outil qui s'appelle Uber Suggest. Il y a une version payante qui est intéressante quand on fait du SEO un petit peu poussé, mais la version gratuite, elle est déjà très intéressante. Et il y a surtout en fait notre cerveau. On est largement capable de se poser 2 minutes et de se dire, OK, je me mets à la place de la personne, qu'est-ce qu'elle taperait sur Google? Et en général, assez intuitivement, on va réussir à savoir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, un point hyper important aussi sur lequel j'insiste aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Alors la longue traîne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des mots-clés, une association de mots-clés de plus de 3 mots. La différence, par exemple, c'est un mot-clé, ça va être carotte ou carotte jaune. OK, une longue traîne, ça va être planter des carottes jaunes en hiver. Vous voyez? Il y a une vraie différence de précision, de spécificité. Et en fait, on a de plus en plus de sites internet qui vont se positionner sur des requêtes clés plutôt que des mots-clés pour 2 raisons très importantes. La première, c'est la spécificité, la précision d'un mot-clé versus une requête clé. Un exemple, si je veux optimiser un article de blog sur avocat,
Bah, en fait, avocat, c'est quoi? C'est l'avocat, c'est le métier, c'est l'avocat, le fruit. C'est pas assez précis pour Google. Il va pas comprendre de quoi vous lui parlez, quel est le message que vous faire passer à travers votre contenu. La deuxième raison, c'est la compétitivité. Natacha l'a dit juste avant, il y a un nombre de sites internet maintenant démentiel voilà, sur la toile, donc sur Google. Donc, plus vous êtes précis dans vos mots-clés, dans votre requête clé, moins vous serez compétitif, plus vous serez facilement référençable, surtout quand on a des sites internet un peu nouveaux, tout frais, un peu bébé, avec pas beaucoup de pages. Bah, il va falloir vraiment aller trouver l'angle dont pas grand monde a parlé sur Google pour pouvoir se spécifier, se positionner plus rapidement et plus facilement. Tu peux changer de slide, Natacha. Il y a un bon moyen mémotechnique pour vous rappeler de ça, c'est le IFI. Alors, le IFI, c'est donc le I de intérêt pour toi. Par exemple, du coup, Nat, moi, je peux faire une petite démo, mais tu veux me passer la main? Je vous montre vite fait sur Google. Vas-y, je peux te passer la main. OK. Donc, C'est fait. OK, je vous montre rapidos. Hop, tac. Donc, le IFI, hop, le premier I, c'est intérêt. C'est en fait, est-ce que j'ai intérêt à aller me foutre sur cette requête? Par exemple, si je tape, je sais pas quoi, si je tape juste carotte, pour rester dans mon exemple, bah, les sites qui vont apparaître dans les pages de recherche et ça va être du gros dinosaure, du gros mastodonte, genre Wikipédia. Clairement, je ne lui passerai jamais devant. Bon là, j'ai pas, c'est peut-être pas des gros sites, mais imaginons que j'ai aussi genre L.fr et Cosmopolitan et Le Monde. Voilà, je vous dis Verbo n'importe aussi. quoi. Verbo, c'est un Comment? gros, c'est un verbier. Ah OK, bon voilà, bon Gerbeaud, voilà, Gerbeaud, Jardiland, et cetera. Ça va être des gros sites, des gros mastodontes avec énormément d'autorité et clairement, si je veux me positionner là-dessus, c'est chaud. Il y a peu de chances que je leur passe devant. Donc je vais peut-être aller, plutôt chercher quelque chose d'un peu plus spécifique, du genre, cultiver des carottes, sans pesticides, cultiver des carottes en hiver. OK? Ensuite, on a le F, de, faisabilité. Donc le F de faisabilité, si je tape cultiver des carottes, vous voyez, j'ai fait des tests avant. C'est hop là. Cultiver des carottes, OK, donc là déjà c'est un peu plus précis, c'est un peu plus sympa. Je vais aller regarder combien de sites exactement, heu, utilisent cette requête dans leur titre et donc en gros combien de confrères consoeurs se positionnent déjà sur cette requête et donc ça va me permettre de voir un petit peu s'il y a, voilà, de la compétition ou pas. Pour ça, il y a un tips qui est très simple, c'est de taper all in title juste avant sa requête avec 2 points. On fait entrer et là, Google va filtrer, en fait, va me donner exactement, je vais vous montrer, mon ordi est extrêmement lent, donc je suis désolée, c'est pas hyper, heu, au taquet, mais il va déjà filtrer le nombre de sites qui utilisent cette requête et si je clique là sur outils, je vais avoir un chiffre qui va apparaître juste ici et là, c'est le nombre de sites exacts qui utilisent cette requête dans leur titre. Donc en gros, c'est un peu le nombre de concurrents, gros guillemets, sur ce mot, mais voilà, à prendre avec des pincettes, mais le nombre de confrères, de consoeurs qui vont utiliser cette expression-là dans leur titre et donc qui me permettra de voir en fait si je peux moi-même, si c'est un gros chiffre, j'y vais pas. Si c'est un chiffre un peu plus petit, là, genre 251, c'est carrément faisable, je peux y aller. Ensuite, le dernier I, c'est vraiment le I de intention. C'est-à-dire, en fait, quand je tape cultiver des carottes, vous savez, là, je vais avoir plein de suggestions. C'est ce qu'on appelle Google Suggest. OK. Donc, je vais voir, en fait, qu'est-ce qui est tapé de près ou de loin par les internautes autour de cette requête-là. Quelles sont les micro-intentions, en fait, autour de ma propre requête. Donc, cultiver des carottes, voilà, PDF, quand semer des carottes, semis de carottes, astuces. Et en fait, ça va me permettre d'être sûr d'être dans le bon sujet, d'être vraiment d'être dans le bon flow et de ne pas me planter. En fait, que je réponds bien à l'intention des internautes, aux attentes des internautes si je pars sur cette requête. Vous avez aussi les fameuses people also ask, les autres questions posées qui vont apparaître ici, qui vont me donner des indices en fait, des micro-intentions des internautes qui gravitent autour de cette requête-là. Donc, comment réussir la culture des carottes, comment bien faire pousser des carottes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le IFI, c'est hyper pratique quand on veut tester un peu la viabilité de sa requête. Natacha, je te repasse la main. Je suis en train de regarder le site de la Luciole. J'ai trouvé un Comment? truc. Je suis en train de regarder le site de la Luciole, j'ai trouvé un truc. Ah.
Hop, tu reprends la main, Nat? Ouais, super. Ça y est, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est vraiment des critères qu'on va intégrer dans le choix de ces requêtes et de ces mots-clés. Next Hop, slide, please. next. Voilà, donc on a, mettons qu'on a trouvé notre requête, on l'a testée sur la page de recherche, on sait que voilà, ça marche, c'est logique, on sait si on veut donner de l'information ou vendre avec cette requête. On va passer à l'action numéro 2, ça va être la rédaction. Alors, spoiler alerte, ce n'est pas l'étape la plus importante, mais bon, ça reste une étape importante, mais voilà, c'est pas la plus importante. Bizarrement, on pourrait le croire, mais non, on vous racontera quelle est l'étape la plus importante à la fin de cette présentation, bien sûr. Donc, l'étape numéro 2, l'étape de la rédaction, eh ben, ça va vraiment être toute la partie construction, squelettique, sémantique de notre article. Donc Natacha vous le disait tout à l'heure, on a des balises, des métadonnées, qu'on va devoir remplir, qui vont vraiment en fait, construire le squelette, l'ossature de notre article. Ça va être hyper important, de vraiment le faire avec soin. On ne va pas faire n'importe quoi. Il y a un peu toujours la même structure qui doit ressortir. Ça, c'est pareil, c'est un peu une règle qui ne varie pas en SEO. Ça va être de respecter la hiérarchie des balises, pour que Google, en fait, tout simplement, puisse exactement comprendre, analyser tout de suite de quoi va parler votre article. En fait, si vous voulez, la structure balistique, les métadonnées d'un article, c'est vraiment l'équivalent de, voilà, quand j'invite quelqu'un chez moi, est-ce que c'est bien rangé ou est-ce que c'est le bordel? Quand les robots de Google vont arriver chez vous, sur votre site, ils doivent vraiment tout de suite comprendre qu'est-ce qui est à sa place, de quoi on parle, où est-ce que c'est rangé pour qu'ils puissent regarder votre site, comprendre immédiatement le contenu et surtout avoir envie de revenir. Si c'est pas bien fait, si c'est le bazar, en fait, ils reviendront pas ou ils mettront du temps et ça va les saouler. Donc pour ça, eh ben, on conçoit un plan de façon hiérarchisée. Donc on va vraiment construire le titre de la page qu'on appelle le title. Donc vous savez, ce titre en bleu, là, quand on est sur Google, on a des liens, il y a le titre en bleu, on clique dessus, ça devient violet. Donc ça, c'est le title qu'on va… il y a une page qui est apparue. Nat, hop. Oui, parce que j'ai un exemple en fait là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Tu veux le partager maintenant? Termine, je le partage, enfin, je Ok. le partage après, je cherchais juste la page en fait. Mais c'est bon, je Ok, l'ai. ça roule. Donc, on a vraiment le title qui apparaît sur Google, vraiment le titre Google. Ensuite, on a le titre de premier niveau, c'est le H1. Donc, voyez-le, en fait, vraiment, c'est le titre éditorial de votre page. Donc, ça ne se verra pas sur Google, mais ce sera la première chose qu'on verra quand on arrive sur la page en question. Donc, c'est vraiment le titre en haut, hein. C'est vraiment l'édito, le titre édito par excellence. Ça, il peut y en avoir qu'un. C'est hyper, hyper important. Il n'y a qu'une seule balise H1, j'insiste, mais c'est une erreur que je vois tout le temps pendant mes audits. Ensuite, on a vraiment les titres de second niveau. Donc ça, c'est les sous-titres, hein, tout simplement. C'est les H2. Donc c'est ce qui va permettre en fait d'organiser, de scinder votre contenu, votre article de blog en plusieurs parties, comme quand on faisait des dissertes au lycée. Bah, c'est la même chose. C'est partie 1, partie 2, partie 3. Ça, il peut y en avoir plusieurs. Pour le coup, il ne peut pas y en avoir qu'une. Et on a les titres de troisième niveau qui sont donc les H3, qui sont les sous-sous-titres tout simplement et qui vont permettre d'aérer nos paragraphes. Donc dans mon H2, je vais avoir par exemple 2 H3, donc 2 paragraphes, 2 sous-paragraphes. C'est vraiment ça l'idée. On évite, alors il y a des balises H4, H5, H6, c'est vraiment jamais trop nécessaire d'aller jusque-là. Si déjà vous avez un H1, plusieurs H2, plusieurs H3, c'est vraiment top. Vous pouvez aussi varier les formats et enrichir votre texte. Le but du jeu, vraiment, vraiment, par contre, j'insiste, c'est qu'il y ait un fil rouge dans votre article et on doit vraiment comprendre votre message à travers les métadonnées sans avoir à lire le contenu de votre page. OK? Et surtout, on doit respecter la hiérarchie. Donc, c'est du 1, 2, 3. 4, 5, 6 éventuellement, mais pas du 3, du 2, du 1, du 18 dans tous les sens, parce que là, ça va être le bazar et Google, ça va le saouler et il ne va pas revenir sur votre site. Ok, petit tip tapageur, une extension qui est chambée, qui s'appelle Keyword Surfer. Moi, je m'en sers tout le temps. Je sais que Natacha aussi. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Et en fait, ça vous permet, quand vous tapez votre requête sur Google, de savoir exactement combien il y a de volume de recherche mensuel sur cette requête-là par mois. Et ça va vous donner plein d'autres idées de mots-clés à insérer sur votre article ou alors d'autres idées d'articles, etc. Ça va vraiment permettre de construire un plan édito logique et vraiment basé sur les recherches Google existantes. Donc, je vous conseille cette extension, elle est vraiment top. Next slide, please. Voilà. C'est pas facile, hein. Ensuite, comment s'inspirer et être efficace? En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est sur Google. Tout est dans ce qu'on appelle la SERP. En fait, la SERP, c'est la Search Engine Result Page. J'ai sorti mon meilleur accent anglais, mais c'est en gros la page de résultats, ce qu'on appelle de façon hyper commune la page de résultats Google. Et en fait, vous l'avez remarqué, vous faites tout le temps des recherches sur Google et vous avez donc ce système
de liens, de hiérarchie de liens. Parfois, il y en a un qui est un peu voilà, encadré, c'est la position 0. Et après, on a le 1, le 2, etc. Jadis, on avait des pages, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous savez, il y avait voilà, une page 1, 2, 3 jusqu'à 3 milliards. Mais en gros, si on veut réussir, si on veut être visible, il fallait être sur la page 1 parce que personne ne va sur la page 2. Depuis pas longtemps, on peut scroller à l'infini. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'idée, ça reste quand même d'être plutôt visible dans les 10 premiers résultats. OK. Donc, la SERP, l'idée, quand on veut vraiment construire un article de blog pertinent, il n'y a pas besoin d'aller chercher des idées absolument extraordinaires. On va tout simplement aller piocher des idées dans les pages des autres. On va aller regarder les 4, 5 premiers résultats et on va voir si notre contenu, en fait, est cohérent et logique avec ce qu'on voit apparaître sur la SERP. OK. Donc, on va pouvoir aller piocher des idées, des questions, et on va voir surtout si notre article, on peut le rendre encore plus complet avec des idées qu'on aura trouvées ailleurs, et on pourra le rendre, vraiment, on va le faire coller à 100% aux attentes des internautes. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, on va regarder ce que font les autres, sur quels mots-clés ils vont se positionner, et on va pouvoir donc construire notre plan en étant sûr qu'on colle à 100% aux attentes des internautes, parce qu'on a vraiment un plan qui va être construit avec nos idées et avec des idées des 5 ou 6 premiers articles de Google sur 7 requêtes clés. OK. Et on va toujours essayer d'ajouter un petit truc en plus qui n'existe pas forcément déjà. Vraiment notre petite touche, notre idée à nous, notre valeur ajoutée, ce qui n'est pas trouvable ailleurs, pour faire en sorte que notre article soit chouïa mieux que ce qu'on trouve ailleurs. Donc ça, c'est hyper, hyper important, voilà, de vraiment regarder, tester notre requête, voir ce qui se passe sur la quand on la tape, et essayer de faire un tout petit peu mieux que les autres. Nat, je te laisse passer de l'extension Detail, qui est vraiment top quand on veut justement récolter toutes ces informations et être sûr d'être cohérent avec notre requête. Ouais, alors nouvelle petite extension Chrome gratuite qui va vraiment vous aider à voir ce que font les autres pour pouvoir vous positionner dessus et faire mieux. Comment je peux vous montrer ça? Tac, voilà. Alors évidemment, je l'ai pas sur ce truc-là. Bougez pas. Donc, je vais reprendre. Donc, ma petite extension Detail, elle est ici. Hop, je vous mets en page entière, comme ça, on voit bien. Je vais reprendre un link je crois que c'est Pauline. Pauline, accompagnement laluciole.fr. Voilà. Alors, hop. Je prends l'exemple d'un site web qui a été mis dans les commentaires. J'ai un grand écran, c'est normal que ça apparaisse très grand. Donc, en fait, je regarde son site et là, j'ai envie de savoir sur quoi elle est positionnée. Alors, j'ai deux solutions. Soit je fais un CTRL-U qui m'affiche le code source de la page. Et là, du coup, je peux tout de suite identifier sa balise titre qui est ici. Et je vois que il est resté Just Another WordPress Site. Donc ça veut dire qu'en fait, Pauline, elle se référence sur la requête accompagnement la Luciole Just Another WordPress Site. Donc ça, Pauline, il faut que tu le corriges. Et si je regarde donc le site avec le SEO detailed, je vois ici en fait toute la structure de sa page. Donc là, je retrouve ma balise title avec le Just Another WordPress Site qu'il faut enlever. Et je vois tout ce qu'elle a fait sur les mots-clés, sur le nombre d'images, sur le nombre de titres, par exemple la DH4. Et puis là, j'ai carrément le plan de sa page. Voilà. Donc ça me permet vraiment de m'inspirer. Donc, quels sont les liens, quelles sont les images, etc. Et je peux exporter. Et tout ça gratuitement. Donc, je peux vous montrer un autre site. J'avais pris la savonnerie du Gâtinais. Hop, hop, hop. Ah oui, non, c'est ma faute, pas de panique. Voilà. Et là, je fais remarcher, mention spéciale pour ce petit pop-up. Je fais remarcher Detail SEO et là, je vois que la description, par exemple, elle fait 379 caractères et il me le met bien en rouge et il me dit, voilà, si tu veux te ranker sur cette requête-là, attention, 379 caractères, c'est pas dans les coups. Et voilà, et là, je vois que oui, j'ai du H3, j'ai 21 H2, etc. Je regarde mes headings et je vois le plan de ma page. Donc là, c'est une page d'accueil, c'est difficilement comparable. Mais voilà comment je peux, en fait, plutôt que d'aller m'embêter à regarder vraiment toutes les pages de tout le monde, et avec cette petite extension, c'est magique. J'arrive à tout savoir. Et c'est gratos. Et ça, ça n'a pas de prix.
Voilà, donc retenez le nom de cette petite extension, Detail SEO. Et puis cette petite image de serpe, hein, parce que la serpe, c'est coupant. Je passe à la suite dès que j'y arrive. OK. Alors du coup, maintenant qu'on a facile d'enlever le just, ouais, c'est facile, Pauline. On te le montre après si tu veux. Donc le SIA, donc la publicité en fait, hein, alors enlevez-vous par contre ce mot, je ne vais jamais dire publicité. L'achat de mots-clés payants peut-il t'aider? Une fois que tu as identifié tes mots-clés, identifié tes requêtes, positionné et rédigé ton contenu en fonction des balises structurées, évidemment, la réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Quel avis j'ai là-dessus? Là, c'est moi qui vais vous éclairer là-dessus. Donc, le SIS, ce n'est pas ton ennemi. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Le SIS est ton ami et le SIS, ça peut t'aider et ça peut t'aider de manière naturelle. Je veux dire, rendez-vous compte quand même, il y a 2 milliards de sites sur le web. Vous cherchez à atteindre une personne au moins, je ne sais pas, une fois par an. Et ça peut être un prospect qui va vous faire votre année. Donc, comment vous faites pour ça? Soit vous misez tout sur le naturel, et ça, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Soit vous lancez les deux stratégies en parallèle. Il y en a une qui va vous rapporter un peu plus vite et qui va vous aider à faire en sorte que l'autre rapporte encore plus vite. Donc, les deux ne fonctionnent pas de manière distendue. Les deux fonctionnent vraiment de concert. Maintenant, le SIA, c'est vraiment accessible et c'est vraiment facile. Depuis quelques années, Google a complètement changé sa politique à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites une requête, et c'est ce qu'a fait Nina tout à l'heure avec la requête sur les carottes, vous avez plein de typologies de résultats qui apparaissent. Vous avez des extraits Wikipédia, qu'on appelle des featured snippets. Vous avez des données sur, directement dans la SERP, vous avez des données sur c'est combien de calories une carotte. Vous avez des données Google Shopping. En fait, vous avez plein de trucs. Et du coup, si vous voulez positionner votre site web à cet endroit-là, vous allez vite être en galère parce que vous ne répondez pas à toutes les questions des internautes sur une page web. Et si vous regardez bien maintenant, la sponsor, comme dans cette page, ça se voit quand même beaucoup moins. Il faut savoir qu'en sponsor, on est quand même 30 fois plus cliqué qu'en naturel. Donc, si Google a mis en place ça, c'est justement pour éviter la discrimination aux gros sites qui vont du coup écraser les autres petits. Parce que son objectif, c'est quand même à Google que l'utilisateur qui tape sa requête trouve sa réponse. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, à quoi consiste le SIA? C'est à utiliser des annonces payantes, donc vous devenez annonceur, pour apparaître en tête des résultats du moteur de recherche. Et les annonces, elles sont affichées en fonction des enchères que vous mettez sur les mots-clés et requêtes, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout qu'une question de budget. On se sort ça aussi de la tête. Vous n'allez pas, à partir du moment où vous achetez le mot-clé, par exemple, coach remise en forme, comme l'exemple que j'ai fait ici, vous n'allez pas apparaître tous les jours, à toutes les heures du jour et de la nuit dans le monde entier, en première page. Non, pas du tout. Donc, au contraire, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours jouer sur les deux tableaux. Déjà parce que les annonces sont quand même beaucoup plus riches. Vous voyez qu'on a un titre et vous pouvez en proposer jusqu'à 30. Donc, c'est Google qui va décider lequel est bien, lequel est moins bien. Et les sous-titres, ici, vous pouvez en proposer jusqu'à 4. Et donc, il y a une IA qui tourne et qui va dire, OK, quand l'utilisateur il a telle requête et telle intention, c'est cette combinaison-là qui fonctionne le plus. Et là, si l'utilisateur clique sur votre annonce, parce que ces annonces, elles ont des images aussi, elles sont plus riches, elles sont plus engageantes. Là, vous êtes débité. Et vous pouvez commencer à 1 euro par jour ou même par mois. Enfin, non, peut-être pas par mois. Mais voilà, il n'y a pas besoin de compétences techniques, il n'y a pas besoin de savoir-faire, il y a juste besoin de bon sens. Et en fait, le SIA, ça va vous apporter un critère majeur en SEO. C'est là où c'est un peu vicieux. C'est celui de la pertinence. Plus vous avez de trafic sur un site, plus votre site est déclaré comme pertinent. Plus il est pertinent, plus votre SEO remonte. Tout simplement. Donc, l'un nourrit l'autre de manière vertueuse, mais n'opposez jamais l'un à l'autre en disant non, moi je fais que du gratuit parce que le payant, c'est pas pour moi. Le payant, maintenant, c'est pour tout le monde. Et il n'y a plus personne qui est choqué quand on achète des mots-clés et il n'y a plus personne qui ne clique pas sur les liens sponsors. Sauf quand les liens sponsors, c'est des putaclics. Mais ça arrive quand même de moins en moins souvent.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec Google Ads? C'est très simple. Je vous ai mis un exemple ici, qui est un exemple à moi. Donc, Google vous met à dispo une interface très simple. Vous devenez annonceur. Vous identifiez les meilleurs mots-clés. Et là aussi, type tapageur. Quand vous créez un compte Google Ads, Google vous dit combien de fois le mot-clé est recherché par mois et par qui. Vous imaginez un peu, c'est une mine, quoi. Enfin, là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et ça, c'est gratos. Le truc, il faut juste créer un compte et mettre sa carte bleue dedans. Et vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. Vous pouvez juste utiliser l'outil. Lui, Google, s'il veut savoir, c'est juste dire exactement, Clara, merci, c'est une très bonne remarque. On peut faire du test and learn en permanence. Et c'est exactement ça. Et en faisant ça, en fait, vous adaptez votre SEO. C'est vertueux. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, vous enchérissez sur des mots-clés pertinents pour vous et vous êtes débité à partir du moment où l'utilisateur clique. Vous pouvez suivre jusqu'à la fin l'utilisateur en mettant en place un certain nombre de trackers. Facile aussi. Et puis, vos annonces ne sont pas diffusées en fonction du prix que vous mettez. Ça aussi, il faut s'enlever ça. Ça, c'était avant, c'est dans les années 2000. Maintenant, les annonces, elles sont diffusées en fonction de la pertinence de votre page, de l'autorité que vous y avez mis, du bon sens que vous y avez mis et de tout ce que Nina vient de nous citer. Donc, en fait, faites pas l'un sans l'autre, hein. Ça aussi, c'est mon conseil. Faites pas que du SIA et pas du SEO. Non. Alors là, pareil, balle dans le pied, piou, direct. Euh, et l'avantage, c'est que les critères du SIA, ils sont quand même beaucoup plus simples à maîtriser que ceux du SEO, en fait, hein. Vous définissez 30 titres, vous pouvez en définir que 5. Ouais, merci Héloïse, on regarde après. Et puis, vous pouvez définir 5 gros titres, 4 sous-titres. Ça, par contre, c'est obligatoire. Vous avez plein d'options. Vous pouvez mettre des liens annexes, vous pouvez mettre des numéros de téléphone. Enfin, vous pouvez faire 1000 trucs. Tout ça pour 1 euro, quoi. Faut le dire, faut en parler. Et l'avantage, c'est que quand vous créez un compte sur Google Ads vous encourage en vous offrant 400 euros de coupons gratuits. Vous avez un coupon de 400 euros. Alors, ne vous précipitez pas sur Google Ads pour créer un compte, parce que par contre, votre coupon de 400 balles, il est utilisable dans une durée restreinte et autant l'utiliser vachement intelligemment. Et là, du coup, c'est d'autres tips dont on peut largement vous parler. Donc, à retenir de ce slide, l'enchère ne dépend pas de ton budget. C'est pas parce que tu vas mettre 10 balles sur un mot-clé, au contraire, Google, il va trouver ça très, très louche. Tu peux bénéficier d'un ciblage précis et d'une visibilité immédiate qui va renforcer ton SEO. Et tu as juste besoin de trouver quoi? Des titres et des appels à l'action pour ton annonce. Et c'est tout. Et en plus, un crop of the cream, tu as le planificateur de performance qui est un outil génial pour identifier les meilleurs mots-clés, que ce soit sur Ads ou en SEO. Parce qu'en fait, Google Ads, Google, tout ce que tu veux, ça reste Google. Il prend les données là où il les stocke. Et donc là, un petit exemple. Donc sur le mois d'avril, j'ai dépensé 61 euros pour un coût par clic de 0,03 centimes. Mon site a été proposé 260 000 fois et il a été cliqué 1900 fois pour 60 euros. Je vous laisse sur cette note très positive. Je ne sais plus qui est-ce qui fait l'action 4, si c'est toi ou moi. C'est moi, j'enchaîne. Donc, l'action Eh ben, 4, go. l'action donc la plus importante quand on optimise son site pour du SEO ou pour du SEA, ça va vraiment être travailler sa visibilité et faire ça dans la régularité. Parce que, spoiler alert, en fait, c'est pas parce que vous optimisez votre page sur une super requête business, votre page d'accueil par exemple, ou une page service, que celle-ci va apparaître direct number one sur Google. C'est très rare d'arriver dans des bonnes positions, dans les premières positions quand on travaille une requête business. Donc, on va évidemment faire tout ce travail de référencement, de créer du contenu, etc., etc. Mais derrière, il va falloir mettre en place une routine pour optimiser, pour améliorer, pour vraiment réussir à aller grappiller quelques positions dans la SERP. Ça, c'est vraiment hyper important parce que je reviens encore une fois à ce que disait Natacha au tout début de cette présentation. Il y a plein de stratégies SEO possibles, plein de stratégies qui existent et donc il va toujours y avoir des choses à modifier. Un title qui marche peut-être pas très bien, un champ sémantique peut-être un petit peu bancal, une image à optimiser. En fait, on va toujours devoir, ce que disait tout à l'heure Clara, tester
et essayer et itérer sur de nouvelles choses. Le but étant, dans tous les cas, de rester toujours, toujours, toujours le plus pertinent possible entre la requête clé et l'intention de recherche de l'internaute. Et ça, c'est vraiment le mot pertinence. Il y a un mot à retenir, c'est vraiment pertinence. Il faut rester pertinent coûte que coûte. Et donc, ça peut passer par de l'optimisation et ça doit passer par de l'optimisation régulière de façon à ce qu'en plusieurs mois, on arrive, après un long marathon, à aller chercher la place qu'on voulait pour notre page d'accueil, notre page fixe, notre article de blog. Le critère de pertinence, c'est donc un critère majeur que vous devez absolument prendre en compte. Et le meilleur moyen d'apporter de la pertinence à une page, eh ben, c'est de lui offrir ce qu'on appelle des backlinks. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On a l'impression que c'est compliqué et ça ne l'est pas du tout. Les backlinks, en fait, c'est vraiment des liens extérieurs qui vont pointer vers votre site web. C'est en fait vraiment l'équivalent de vote que d'autres sites vont vous donner, vont mettre dans l'urne pour vous. Et Google va se dire, OK, voilà, je vois que le site de Laetitia, le site de Pauline, le site d'Héloïse, il y a plein de votes, d'autres sites différents qui ont l'air de lui donner du crédit, de lui faire confiance, de lui donner de l'autorité. Donc, c'est que le contenu de ce site doit être pertinent, doit être riche, doit être intéressant. Donc, OK, je suis d'accord pour la faire remonter dans les résultats. C'est que si les autres lui font confiance, c'est que je peux lui faire confiance. Vous voyez le truc? Ça va être hyper important. C'est le troisième pilier en SEO. On a vraiment le pilier de la technique, le pilier du contenu et le pilier de la popularité. Et c'est un pilier qu'on laisse parfois un peu de côté et pourtant il est hyper important parce que c'est vraiment lui qui va vous permettre de vous distinguer d'une consoeur ou d'un confrère qui fait la même chose que vous. Si on a deux naturopathes qui veulent des services en ligne, eh ben, c'est la naturopathe ou le naturopathe qui aura travaillé ses backlinks, donc sa stratégie de netlinking, on appelle ça aussi comme ça, qui va passer devant, en fait, tout simplement. Parce que Google jugera qu'il est plus populaire, plus pertinent, et donc il est plus à même de lui faire confiance. Il y a plein de façons qui existent pour choper des backlinks. On peut aller sur des forums, on peut acheter des liens. Il y a des plateformes qui sont dédiées à ça. On peut avoir des backlinks dans des descriptions sur YouTube, sur Spotify. Il y a vraiment plein de façons de mettre en place des stratégies de netlinking. Mais il y a deux choses à retenir qui sont très importantes. Le backlink en question doit être de qualité. Il doit venir absolument d'un site qui est bon, qui est pertinent, qui est solide. Si vous avez des backlinks qui viennent genre de sites ultra obscurs du marché noir de Google, autant vous dire que ça va vraiment vous pénaliser et que Google, il va pas du tout aimer ça. Par contre, si votre backlink est situé sur un site, si vous êtes mentionné ou cité par un site vraiment ultra solide, pour me cultiver mes carottes, Jardiland ou carottes.com, on sait que ça va être un site autoritaire, digne de confiance, et donc Google va valoriser ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on met en place des backlinks, c'est de faire ça de façon éthique et naturelle. Donc, on évite d'aller choper 800 backlinks en un mois parce que ça fait vraiment stratégie, pareil, obscure, un peu bourrin. Et ça, à nouveau, Google, il n'aime pas. Google, il veut quelque chose d'éthique, de propre. Donc, on va devoir faire ça un petit peu de façon naturelle. Aller choper un backlink par mois, un ou deux, par exemple. Aller une fois sur un forum, une fois, acheter un lien, ce genre de choses. Il faut que ce soit donc de qualité et naturel. Et là, vous aurez vraiment renforcé votre popularité, votre pertinence. Et ça peut vraiment être game changer dans votre stratégie d'optimisation de site et donc dans votre visibilité. Un autre outil hyper chouette dont on se sert très régulièrement, Natacha, comme moi, c'est la Google Search Console. Encore une fois, Google est malin. Google a pensé un peu à tout et il vous met à disposition un outil qui est gratuit et qui est extrêmement fiable, extrêmement pertinent parce que c'est Google, donc ce sont ses données, donc il n'y a pas de possibilité de se planter. La Google Search Console, c'est un truc que vous pouvez plugger à votre site directement sur votre CMS, sur votre sur WordPress ou Wix, etc., qui va en fait vous permettre de voir comment Google voit votre site. En fait, tout simplement, comment les internautes, comment les gens qui sont sur Internet voient votre site. Et bon, il y a plein de fonctionnalités différentes, donc on ne va pas s'étendre, sinon ce serait très long et un peu boring. Mais il y a deux critères qui vont être hyper importants à regarder quand on fait son optimisation journalière ou régulière, hebdomadaire. Ça va être de regarder la position de votre site et la position de votre page et le nombre de clics que celle-ci a obtenu les 28 derniers jours, les 3 derniers mois, etc. Donc ça, c'est une petite tip tapageur. Vraiment, la Google Search Console, c'est pépite. Utilisez-la régulièrement. Nat, on peut passer à la slide suivante.
Hop, tu me fais ma transition toute finie pour la dernière action. Donc, la Google Search Console, ça vous permet aussi de valider, enfin de vérifier votre position. Vous le voyez ici, position moyenne 3,5. En fait, quand on voit ce chiffre-là, ça correspond à la position dans la SERP. C'est-à-dire 3,5, bah, je suis en troisième ligne, tout simplement. Mais ça compte pas forcément tous les résultats riches dont je vous ai parlé précédemment. Si par exemple, il y a un Wikipédia avec un rich snippet, si par exemple, il y a un Google Shopping, si par exemple, il y a 1000 autres choses. Donc c'est, voilà, la search, c'est vraiment la base de tout. Ça vous permet de contrôler vos actions, mais ça vous permet aussi de savoir si ces actions sont efficaces et de vous améliorer jour en jour. Seulement pour faire ça, donc c'est la cinquième et dernière action, et franchement, c'est un peu la plus pénible, mais elle est incontournable, c'est de faire votre ROI et de mettre en face de vos actions des résultats. Donc, nous, on vous propose une méthode en 15 minutes par jour, même en 30 minutes par semaine, enfin, voilà, vos abdos en 6 minutes. Et on va vous en parler tout de suite. Donc, il y a deux outils à croiser pour faire ça. En fait, quand vous prenez Google, vous prenez Google Ads, vous prenez Google Search Console et Google Analytics 4. Et là, vous avez vraiment le combo gagnant. Parce qu'en fait, comme c'est des outils Google, ils discutent entre eux. Et donc, toutes vos données, vous les retrouvez à un seul endroit. Et c'est sur Analytics. Quand ces quatre-là sont connectés, quand ces trois-là sont connectés, en fait, bah, c'est le pompon, quoi. C'est le bonheur. Vous savez tout. Vous voyez tout. Et vous pouvez tout optimiser. Sauf qu'en fait, tout, ça a aussi un inconvénient, c'est que tout, c'est parfois trop. Donc, quand on cherche quelque chose et qu'on veut avoir du résultat, il faut savoir où regarder. C'est autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est de vous faire un tableau de bord. Alors, tableau de bord Excel, Google Sheets, ce que vous voulez. Vous faire un petit tableau de bord avec les données qui sont les plus importantes pour vous. En règle générale, pour des sites non marchands, les données les plus importantes pour vous, ça va être comment vos utilisateurs arrivent. Attendez, il y a Nina qui du coup s'est barrée et qui du coup revient. Et donc, il faut que je la mette en présentatrice. Bougez pas, excusez-moi. Tac, 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 sinon elle pourra plus parler, elle aura plus de micro. Voilà, c'est bon. Et du coup, Google Analytics, bah, c'est aussi c'est votre ami et c'est chez lui que vous devez puiser le plus d'informations. Et donc, vous faites un petit tableau de bord Excel avec ce que vous avez besoin de suivre. Vous avez besoin de suivre comment vos utilisateurs arrivent sur votre site web, à travers quelles requêtes. Ça, vous trouvez ça dans la Search Console. Combien de temps ils restent sur vos pages? Est-ce qu'ils cliquent sur vos boutons? Est-ce qu'ils remplissent vos formulaires? Est-ce qu'ils lisent vos pages? Quelles sont les pages les plus visitées? Quelles sont les pages les plus proposées par le moteur de recherche? Combien ça vous coûte, etc. Et en fonction de ça, bah, vous faites tout un petit tableau de bord que vous suivez de manière assez régulière et ouais, vous pouvez voir vos résultats. Excusez-moi encore une fois, je n'ai pas réactivé le micro de Nina. Je ne sais pas pourquoi elle est Si, c'est partie. bon. Si, Si, c'est bon, ah tu d'accord, tu m'as dit réactive le micro. Pardon, mais je te vois plus en fait, c'est pour ça. Euh, ok, du coup, petite méthode très efficace. Alors, quand on dit 15 minutes par jour, c'est peut-être un peu gros, mais disons que allez, 5 minutes par jour ou 30 minutes par semaine, vous faites, une fois que vous avez fait ça, donc de construire votre tableau de bord et de contrôler vos statistiques de manière régulière, la difficulté pour vous, c'est que vous avez fourni un gros travail de préparation, de rédaction et d'optimisation. Il faut contrôler que ça fonctionne. Contrôler que ça fonctionne et optimiser, ça prend du temps. Donc, il vous faut une routine. C'est très chronophage, surtout quand vous ne savez pas où regarder, etc. Pourtant, une fois que vous balancez votre contenu sur Google, en fait, vous ne pouvez pas vous contenter de le balancer et de dire, OK, bah vas-y, maintenant, va dans la bibliothèque, fais ta vie et rapporte-moi des prospects. Bah, dans ce genre de configuration-là, vous aurez 0 prospect. Ou alors peut-être un et à Noël. Et puis après, ce sera fini et vous ne le convertirez pas. Parce qu'en fait, l'étape la plus importante, c'est vraiment celle de l'optimisation. Je suis désolée, je suis un peu fouillie du coup. Et celle de l'optimisation, bah, c'est celle du tableau de bord. Et c'est celle des 15 minutes par jour, par semaine, enfin bref, disons une demi-heure en moyenne. C'est l'étape majeure. Et ça ne se fait pas en une fois. La solution, c'est un tableau de bord pour suivre ta progression.
où tu vas être en capacité de trouver les chiffres en 2 clics et tu vas regarder ça au moins une fois par semaine parce qu'il y a des choses qui évoluent vite quand même, surtout si tu fais du SIA. Donc, Google Search Console, Google Analytics, tableau de bord, suivi, optimisation, je vous la donne en mille. C'est exactement ce qu'on propose dans nos accompagnements tapageuses. Donc, on va vous parler de cet accompagnement-là et puis après, on répondra à vos questions. Donc, l'idée de tapageuse, c'est que la phase d'optimisation étant exactement la plus importante de votre site, de votre visibilité en ligne, une fois que vous avez bien bossé, en fait, tous les critères que vous avez déjà bossé une fois sont à rebosser, en fait. Croyez pas que vous le faites une fois et c'est tranquille. Non, non, pas du tout. En fait, ça démarre après. Donc, vous pouvez le faire toute seule. On vient de le voir, c'est possible et on va vous envoyer une infographie pour que vous puissiez le faire toute seule. Mais c'est toujours mieux de se faire une petite routine pendant au moins 40 jours, 45 jours pour se dire, OK, bah là, je suis pas seule à le faire. Il y a plein d'autres gens qui veulent le faire comme moi. Et du coup, bah, c'est un peu game changer dans votre business si à ce moment-là, vous êtes plusieurs à le faire et que tout le monde rencontre les mêmes problèmes. Alors, c'est pas forcément les mêmes solutions pour tout le monde, mais du coup, on s'entraide, on voit ce que ça donne. Et c'est exactement ce qu'on propose, nous, dans notre accompagnement, c'est de le faire à 10 personnes. Donc, on prend 10 entrepreneuses pour bosser ensemble sur leur visibilité pendant 6 semaines. Et ça, c'est Nina qui le vend 1000 fois mieux que moi. Et Nina n'est pas là. Mais t'es où, Ah, meuf? c'est l'enfer. Allô? Ah, voilà, oui, je suis là. Excusez-moi, mon micro était coupé parce que je voulais faire silence religieux pour toi, Natacha. Et donc, j'ai rigolé quand tu as dit ça et j'ai dit, j'ai la pression, j'ai les mains moites. Oui, voilà. Bah, écoute, Natacha, tu en as déjà très bien parlé, mais effectivement, on a créé cet accompagnement avec Nat dans l'idée de vraiment, en fait, redonner les clés aux entrepreneuses qui n'ont pas forcément le budget pour déléguer, qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis aussi, qui ont envie de comprendre ce qui se passe sur leur site et qui ont envie d'être capables de le faire, en fait, tout simplement, qui croient qu'elles ne sont pas capables et elles sont carrément capables de comprendre le SEO, de comprendre le SIA, parce que c'est pas si compliqué, parce que c'est même ludique. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment, en 6 semaines, d'accompagner quelques entrepreneuses pour vraiment garder un lien de proximité et être au plus proche d'elles pendant 6 semaines pour leur apprendre les bases du SEO, les bases du SEA, les bases du marketing digital, de la théorie, de la pratique, des modules de formation, des exercices et du coaching, évidemment, pour vraiment prendre chaque cas de figure et pouvoir vous apporter les meilleures, les solutions les plus personnalisées en fonction de vos objectifs, qu'ils soient business ou visibilité, etc. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce qu'on propose en 6 semaines. Ça commence le 3 juin, donc c'est hyper bientôt et ça termine le 12 juillet. Et le but, après cet accompagnement, c'est vraiment que vous soyez capable, en fait, de gérer, de créer votre stratégie, la stratégie qui vous convient le mieux pour votre site et pouvoir le faire toute seule et ne plus être en stress avec ce sujet du SEO, ce jargon, etc. parce que vous le comprendrez et vous le maîtriserez tout simplement. Donc voilà, il y aura donc de la théorie, de la pratique, du coaching. Il y aura un live tous les lundis midi parce que le lundi, c'est chiant et on n'a parfois pas trop le moral. Donc nous, l'idée, c'est de créer le Monday Tapage Show. Donc vraiment, se retrouver le midi avec les actus SEO, les CA, des trucs sympas, des jeux, etc. Et surtout, tacler vos problématiques de la semaine passée et répondre à vos objectifs. Et on vous partage aussi évidemment des checklists, des templates, des structures, vraiment de façon à ce que vous repartiez de cet accompagnement avec tout le matériel possible pour gérer toute seule, ne pas être en stress et vous rendre compte que c'est hyper actionnable. Voilà, ma chère Natacha. Eh ben, merci beaucoup. Je vous mets dans la conversation le lien pour candidater au programme Tapageuse. Et effectivement, moi, je voudrais juste faire une petite aparté sur le Monday Tapage Show, qui est du coup un rendez-vous qu'on a conçu le lundi midi pour bien démarrer la semaine. Parce qu'en fait, comme je le disais, le but, c'est vraiment de le faire un petit peu chaque jour ou un petit peu chaque semaine. Et du coup, le lundi, c'est le point de départ, c'est la bonne humeur. C'est genre, t'as passé un bon week-end et tu retournes bosser. Bon, bah vas-y, on va t'en mettre plein la vue, on va te mettre des paillettes. Et pour la semaine, les critères à modifier, c'est ça. Les choses à regarder, c'est ça. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour savoir vraiment où t'en es, comment ça se passe, ce que tu as bien compris et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà, je n'aurais pas plus à dire, mais j'adore ce show et j'ai hâte de le commencer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires? Il nous reste vraiment
littéralement 2 minutes. 2 minutes, ouais. Un peu plus de temps pour celles qui veulent rester, mais celles qui veulent partir, évidemment, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez, que vous aimeriez nous communiquer? Je ne peux pas activer les micros, donc Ah, posez-les chat. dans le chat, ouais. Salut Arnaud. Salut. Ah, ben merci Laetitia, c'est très gentil. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Katia. Merci, merci. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est peut-être qu'on a été hyper clair. Tant mieux. De toute façon, vous aurez le replay par mail. On va faire un petit mail pour vous dire merci et vous envoyer le replay très rapidement. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être venu. Désolée pour les aléas du Oui, direct, du direct. du live, un peu, voilà, c'était pas au top, mais on a fait notre max et on a réussi à le faire quand même, donc c'est chouette. Et ben, je pense qu'on peut toutes se dire Clôturer. Oui, je vais arrêter le partage d'ailleurs. ouais. Merci à tout le monde. On prend toutes les propositions d'amélioration aussi. Donc, Ouais. n'hésitez pas. Et je vous envoie un mail avec toutes les infos, le bonus et puis la fin le replay. Voilà, voilà. Bye Merci bye tout tout le le monde. monde. Merci Bon beaucoup. appétit et bon week-end.